Notre séance s'articule autour de la pensée politique de John Locke, qui est né en 1632 et décédé en 1704. Les dates, la période de vie du penseur politique est d'une très grande importance. Nous l'avons précisé aussi pour Thomas Hobbes, et nous avons dit donc qu'il est né en 1588 et décédé en 1679. Donc vous voyez qu'entre Thomas Hobbes et John Locke, ils étaient pratiquement contemporains, ils se sont sûrement croisés quelque part, et Thomas Hobbes peut avoir été le maître plus ou moins sur un certain nombre de points donc de John Locke. Je démarre donc cette séance par un petit rappel de la pensée des lignes fondamentales directrices de la pensée politique de Thomas Hobbes. Nous avons dit qu'il est parti, sa pensée, donc le point d'échappement de sa pensée et la nature conflictuelle des rapports individuels dans le cadre d'un état nature. Et donc, il a explicité largement ce que c'est que cet état nature pour proposer bien sûr un contrat, si vous voulez, sous forme de pacte social, qui est à son regard un facteur nécessaire pour dépasser cet état de nature et puis fonder bien sûr une société civile et pour aboutir bien sûr sur un point qui est caractéristique de la pensée politique de Thomas Hobbes, le caractère absolu du pouvoir politique. Je répète, le caractère absolu du pouvoir politique, parce que le gouvernant doit bénéficier bien sûr de cette aliénation par les sujets de leur liberté en contrepartie bien sûr d'une protection assurée par le souverain, par bien sûr le gouvernant. Donc en Grande-Bretagne, ça a été toujours un souverain, mais on parle tout simplement d'un gouvernant. Donc cette aliénation, si vous voulez, de la liberté des individus, des sujets, constitue le support même, si vous voulez, de cette souveraineté absolue exercée par le gouvernant. Ça, c'est les grands traits de la pensée politique donc de Thomas Hobbes. Et on va voir que sur ce point-là, John Locke part bien sûr de ses considérations, va les critiquer à certains égards pour proposer un seuil, si vous voulez, plus élevé au niveau, bien sûr, de l'architecture des pouvoirs. Et bien sûr, il a un point de vue très particulier concernant cette vision du pouvoir et les relations, bien sûr, entre les différentes composantes de ce triangle, si vous voulez, en haut de la hiérarchie du pouvoir, notamment les rapports entre le gouvernant et les différents gouvernants, bien sûr, les composantes, je viens de dire, du centre de prise de décision. Alors, il va parler, bien sûr, d'un pouvoir, si vous voulez, législatif et d'un pouvoir exécutif, carrément dans le cadre d'une quasi-séparation des pouvoirs, tel qu'il sera par la suite théorisé par Montesquieu. Donc, à travers ce rappel, je vais bien sûr vous exposer au début de ma séance les points de base de la pensée politique de John Locke pour bien sûr articuler avec les analyses et bien sûr des détails, les analyses des détails ou l'analyse des détails bien sûr de la pensée de John Locke. Donc la pensée politique de John Locke s'articule autour de quelques thèmes principaux qui sont bien sûr en nombre de 3. J'essaie de les modéliser au maximum pour une visibilité pour vous, une meilleure visibilité. Donc, le passage de l'état de nature à l'état civil, et vous voyez sur ce point-là, il y a une confusion entre la vision donc de John Locke et la pensée et la vision de Thomas Hobbes. Donc, il y a un état de nature qu'il faut traiter. Donc, un état de nature qui est toujours prévalu et qui ne permet pas à l'homme d'avancer, c'est-à-dire un état de nature donc dans lequel l'homme ne peut pas avancer, ne peut pas développer la société. En raison, bien sûr, de facteurs multiples. Thomas Hobbes, c'était l'homme est l'ennemi mortel de l'homme.
il n'y a nul confort, il n'y a nulle habitation confortable, il n'y a nulle économie, il n'y a nulle industrie. Donc vous voyez que la société s'annihile par elle-même dans le cadre de cet état-nature. Bien sûr, on va voir que John Locke ne voit pas les choses sous cet angle-là, il le voit d'un angle largement différent et qui va expliquer bien sûr le dépassement par John Locke de la pensée politique de Thomas Hobbes. Donc le premier point, c'est le passage de l'état de nature à l'état civil. On va détailler donc les conditions de ce passage. Le deuxième point, c'est la conception du pouvoir légitime, son aménagement et ses institutions. On parle déjà bien sûr d'un aménagement des différentes composantes du pouvoir légitime. Vous voyez donc qu'on n'est plus dans le cadre de la pensée, si vous voulez, plutôt dans le cadre de l'absolutisme royal, de la souveraineté absolue, mais on est en train maintenant de voir autrement, d'envisager les pouvoirs, bien sûr, le centre de prise de décision à la tête du pouvoir exécutif. John Locke est en train de le réfléchir autrement, de le voir autrement, et c'est-à-dire dans un cadre plutôt, si vous voulez, axé sur la séparation des deux pouvoirs. Bien sûr, à travers les évolutions historiques qu'a connues la Grande-Bretagne, depuis, on en a parlé, depuis Jean sans Terre, et les évolutions qui ont suivi par la suite. Deuxième point, la conception du pouvoir légitime, son aménagement et ses institutions, et en particulier la distinction, si vous voulez, des pouvoirs. La distinction, on ne parle pas de séparation, parce que la séparation, c'est l'étage supérieur, bien sûr, au niveau du processus intellectuel et au niveau de la pensée politique, bien sûr, libérale globalement. Mais c'est le troisième point qui va caractériser bien sûr la pensée politique de John Locke, contrairement, par opposition à ce troisième élément qui a été celui fondateur de la pensée politique de Thomas Hobbes, qui est bien sûr le caractère absolu monolithique, je dis bien monolithique, en un bloc dominé par le gouvernant, pour lequel ou en faveur duquel les particuliers ont aliéné leur liberté. Et on va bien sûr voir que sur ce point-là, John Locke se démarque largement par rapport à Thomas Hobbes. L'œuvre de John Locke revêt une importance cardinale, une importance d'une grande, si vous voulez, importance pour nous. On va voir que certains disent que le mépris de John Locke constitue le début de la sagesse. Donc là, ils considèrent que John Locke est le chef de file, bien sûr, du libéralisme politique, et du coup donc la tête de file de tout le mal libéral qui s'en est suivi. Je parle ici bien sûr de critiques qui s'opposent au libéralisme et économique et politique en même temps. On va voir ça par la suite. Donc, les principaux ouvrages, principales œuvres de Locke sont Essai sur la tolérance, donc qui a été édité en 1689, quelques considérations de la baisse des taux d'intérêt et la montée du taux de la monnaie, donc 1692, il a été assez prolixe pendant une période bien précise, John Locke, puis le christianisme raisonnable en 1695, puis par la suite la constitution légale de la vieille Angleterre. Et comment sauver l'État? Bien sûr, penser sur l'éducation, tous ces éléments-là en 1704. Il a été pendant une courte période, mais il a été très prolixe. Et toutes ces œuvres, donc, tous ces ouvrages, ont une connotation, bien sûr, fondamentalement politique. C'est en fonction, bien sûr, de l'évolution de sa pensée, bien sûr, étalée à travers cette littérature, à travers ces ouvrages multiples, que nous avons concentré, bien sûr, et modélisé plutôt la pensée politique de John Locke. La tendance idéologique de John Locke, donc, se situe dans la famille de la pensée libérale, voire même il est le chef de file de la pensée libérale en matière, bien sûr, et économique et politique. D'ailleurs,
son ouvrage « Quelques considérations de la baisse des taux d'intérêt et la montée du taux de la monnaie », bien sûr, ça c'est un économiste accompli. C'est un économiste accompli qui peut donc discuter et analyser ces éléments-là. Donc, il a composé, bien sûr, et la pensée économique et la pensée politique. Et c'est cette combinaison, bien sûr, des deux qui va faire de John Locke l'un des pionniers, bien sûr, du libéralisme, je viens de le dire, aussi bien économique que politique. Voilà, donc pour la plupart des commentateurs, bien sûr, les philosophes politiques qui vont suivre, les penseurs politiques qui vont suivre, il est le père fondateur du libéralisme de type moderne. Donc les origines de Locke maintenant, donc pour bien sûr le situer par rapport donc à un environnement politique qui est déterminant pour constituer la pensée politique, sa pensée politique, je parle bien sûr toujours de John Locke. Son père était un homme de loi, de religion anglicane, donc c'était un homme de loi, donc il est imprégné, John Locke est depuis sa jeunesse profondément imprégné par, si vous voulez, cette formation en matière juridique. Il semblait souhaiter pour son fils une carrière ecclésiastique. Je parle bien sûr du père de Locke. Mais lui, il a, si vous voulez, tout simplement bifurqué, changé d'orientation. Il a exprimé sa préférence, bien sûr, pour les sciences et surtout pour, bien sûr, on ne parle pas de sciences politiques, mais je parle de la science juridique. Et bien sûr, par autre chose, c'est la médecine également. On va voir donc que il a été si vous voulez, le médecin et chirurgien privé du comte de Shaftesbury. Donc vous voyez que qu'il était également un médecin et un chirurgien, et pas seulement un penseur politique, et pas seulement, si vous voulez, un penseur dans le sens de l'économie libérale et aussi de la théologie. Il avait aussi une pensée en théologie. Le christianisme raisonnable, donc, qui a été édité, l'ouvrage qui a été édité en 1695. Donc, vous voyez qu'il a été un petit peu multidisciplinaire, à l'image, bien sûr, des philosophes, des grands philosophes, depuis, bien sûr, le début de la pensée connue de l'homme, Aristote, Platon, etc. Vous avez une idée sur cette évolution. Donc, il a évolué dans le cadre, bien sûr, de l'élite politique autour, bien sûr, du pouvoir. Il a été considéré un personnage à la suite. Donc, la suite, c'est la suite, en quelque sorte, la cour royale, plus ou moins. Donc, ou plutôt qui tourne autour du monarque. Donc, c'est la haute aristocratie anglaise. Et il se lie d'amitié avec Lord Ashley, futur comte, donc, de Shaftesbury. Donc, je l'ai dit il y a quelques instants, et deviendra et son chef de cabinet, et son conseiller, et son homme de confiance. Donc, tous ces éléments-là renvoient bien sûr à une certaine formation en matière politique et économique, mais également son médecin et chirurgien privé. Vous voyez qu'il a été un petit peu le protecteur, aussi bien en matière de conseil, aussi bien en matière de gestion, bien sûr, des affaires du Lord Ashley, et en même temps, bien sûr, en concernant sa santé, c'est-à-dire il est le chirurgien privé du Lord. Voilà. Donc, l'intérêt de la pensée politique de John Locke, en premier lieu, donc nous allons détailler ce point-là sur plusieurs points. Le premier point, il va constituer un repère fondamental dans la lignée des penseurs libéraux. Donc un repère fondamental. Je viens de dire il y a quelques instants qu'il est pratiquement le père fondateur, si vous voulez, de la pensée politique libérale, aussi bien en matière économique qu'en matière, bien sûr, politique. Et ce qui nous concerne ici essentiellement, c'est la pensée politique, mais
le facteur économique, bien sûr, aidant, va attribuer à la pensée politique, bien sûr, de John Locke, une pureté et une puissance au niveau du raisonnement pratiquement inégalée jusqu'à présent. Voilà. Donc, identifié comme le père fondateur du libéralisme, et on le retrouve comme référence principale dans les écrits libéraux du 20e et du 19e et du 20e siècle. Voilà, donc c'est dire que tous les auteurs qui ont suivi et bien sûr qui étaient de tendance libérale, bien sûr, sont revenus sur la pensée politique et ont été plus ou moins profondément influencés par la pensée politique de John Locke. Deuxième point donc, sur cette influence, ou plutôt l'intérêt de la pensée politique de Locke, il aurait ouvert la voie aux trois grandes révolutions. Donc la pensée politique de Thomas Hobbes aurait favorisé, aurait influencé la pensée politique, bien sûr, des meneurs pratiquement de trois révolutions. La révolution anglaise de 1688-89, voilà, et les péripéties de la révolution américaine depuis la déclaration d'indépendance de juillet 1776 jusqu'à la constitution américaine de 1787. L'opposition donc qui s'est développée dans la côte est donc du continent États-Unis actuellement et qui ont donc ce refus de la domination anglaise par les États donc de la côte Est qui se sont constitués en alliance pour lutter donc contre la forte présence anglaise. Et donc la révolution a été déclarée pratiquement en 1776 et a abouti à l'indépendance donc des États-Unis en 1776 et la mise en place de la Constitution américaine de 1787 qui a été une constitution principalement fondatrice de la constitution française, la fameuse constitution liée à la Révolution française de 1789, c'est-à-dire 2 années après la mise en place de la constitution américaine. Et également, bien sûr, il a exercé, Locke a exercé aussi une forte influence sur les penseurs de la révolution, sur les meneurs, bien sûr, de la Révolution française. Bien sûr, la pensée politique concernant l'architecture des pouvoirs, concernant la répartition des pouvoirs, qui va aboutir, bien sûr, à une véritable séparation des pouvoirs. Donc, tout cela a lourdement influencé la Révolution, les meneurs de la Révolution française. Et juste pour vous dire, les études, lors des séances en présentiel, c'est très favorable pour mener, bien sûr, une vision beaucoup plus large. L'enseignement à distance, bien sûr, me prive de ce plaisir, bien sûr, d'aller au-delà des lignes tracées, bien sûr, par les keynotes de mon cours. Mais rappelez-vous, bien sûr, bon, pour les étudiants qui ont été là l'année dernière, qui sont actuellement en dehors, bien sûr, en master ou soit sur la fac de droit ou ailleurs. Donc, l'un des principaux acteurs de la Révolution française a prononcé une phrase extrêmement, si vous voulez, précise et qui a de l'effet, qui a l'effet, bien sûr, de tremblement de terre. Il a dit tout simplement à une véritable, plutôt une nouvelle répartition de la richesse, appelle une nouvelle répartition des pouvoirs. Une nouvelle répartition de la richesse, c'est-à-dire en matière économique, c'est-à-dire les nouveaux acteurs économiques doivent être les nouveaux acteurs politiques en même temps. Voilà donc ce que c'est que le fondement du libéralisme économique qui va se retentir sur les articulations, sur l'ordonnancement des différentes articulations du pouvoir. Et donc, le fondement, bien sûr, du libéralisme politique, c'est effectivement le libéralisme ou l'évolution à travers la révolution industrielle, l'évolution vers, si vous voulez, un contexte de libéralisme économique. C'est aussi clair que ça. Et John Locke, bien sûr,
était le chef de file, bien sûr, de cette évolution. Le point de vue donc des auteurs conservateurs confirme la grande importance de John Locke. Ça, c'est le troisième point. D'accord? Ainsi donc, Jean de Maistre, dans la société de Saint-Pétersbourg, les sociétés de Saint-Pétersbourg affirment le mépris de Locke est le commencement de la sagesse. J'ai prononcé cette phrase tout à l'heure, mais maintenant, j'essaie de lui donner sa profondeur. Le mépris de Locke, c'est-à-dire le dépassement de la pensée de Locke, constitue le commencement de la sagesse. Et Jean de Maistre, en quelque sorte, veut nous enseigner ici que la pensée marxiste, communiste, tout simplement, marxiste qui se transforme en pensée communiste, constitue le premier palier du mépris de John Locke, du dépassement, bien sûr, de cette vision purement libérale de la répartition et de la richesse et du pouvoir en même temps. Et du coup, donc, le dépassement de cette situation, c'est-à-dire la destruction de la superstructure qui est l'État, constitue bien sûr le début ou plutôt l'accomplissement de la sagesse. Le début de la sagesse, c'est le mépris, bien sûr, du penseur chef de file de la pensée libérale. Voilà comment on s'explique donc cette phrase facilement. Et de Maistre ainsi prophétise le jour où Locke sera placé unanimement au nombre des écrivains qui ont fait le plus de mal aux hommes, c'est-à-dire en, bien sûr, articulant de la meilleure façon possible et en théorisant, bien sûr, de la meilleure façon possible la pensée libérale et les articulations du pouvoir, bien sûr, liées à cette pensée libérale. Bien sûr, je pense que de Maistre, je dis pas qu'il exagère, mais je dis qu'il a été relativement injuste vis-à-vis de John Locke, parce que John Locke ne fait que exprimer l'esprit du temps, de son temps, de son temps, T-E-M-P-S, c'est-à-dire de la période dans laquelle il a vécu. Et l'état d'esprit donc de la période dans laquelle il a vécu, c'est que, au bout du compte, donc, l'économie très libéralisée, sur la base, bien sûr, de la révolution industrielle, doit verser vers un libéralisme politique. Rappelez-vous, la citation que je viens de faire, c'est d'un certain Barnave, qui est un auteur, bien sûr, provincial de la Révolution française. Tous les acteurs de la Révolution française, la plupart d'ailleurs, sont des provinciaux. Et Barnave était l'un des provinciaux les plus lointains, puisqu'il vient du sud de la France. Donc il s'est fait couper la tête parmi les tout premiers révolutionnaires, à la suite, bien sûr, des événements qui ont secoué la Révolution française. Donc Barnave, c'est lui qui a dit à une nouvelle répartition de la richesse, doit suivre une nouvelle répartition du pouvoir, ou plutôt la nouvelle répartition de la richesse appelle une nouvelle répartition du pouvoir. C'est très clair. Donc, tout simplement, les aristocrates qui détenaient le pouvoir sont devenus des personnages complètement momifiés, qui ne disposent pratiquement d'aucun levier effectif d'exercice du pouvoir, sauf leur statut, maintenu par des règles juridiques obsolètes, des règles liées bien sûr à la période au Moyen-Âge, qui sont devenues totalement obsolètes, alors que les bourgeois, les habitants, commerçants, industriels, etc. des villes qui sont devenus par la suite des grandes villes, ce sont les véritables détenteurs, bien sûr, de la richesse, les véritables acteurs de la circulation de cette richesse et de l'enrichissement global de la société. Et du coup, donc, ce sont eux, les maîtres de la situation, qui doivent déterminer dans quelles conditions la richesse doit circuler, dans quelles mesures le travail doit être fait pour apporter un bien commun à la société, entre guillemets bien sûr. D'où donc cette pensée du laisser-aller, laisser-faire, qui est le fondement même de la Révolution française à travers les décrets d'Allard de 1791, mars à mai 91, et ainsi donc vous voyez que le texte, les décrets d'Allard, qui constituent le fondement même du principe du laisser-aller, laisser-faire, le libéralisme économique
et par la suite le libéralisme politique par la suite. Donc, vous voyez que c'est ici un aboutissement. Les décrets d'Allard constituent l'aboutissement qui a pris bien sûr racine de façon très claire dans la pensée politique de Jean Locke. Et vous voyez donc que un communiste, quelqu'un qui a une pensée politique bien sûr ou qui croit en une idéologie bien sûr dirigiste ou communiste, ne peut voir en la pensée politique de Jean Locke qu'un mal absolu, qu'un mal pratiquement qui a touché l'humanité. Et ici, de Maistre tout simplement estime que Jean Locke sera placé à la tête, bien sûr, des penseurs politiques qui ont fait le plus du mal aux hommes. Voilà. On va maintenant donc discuter, ou plutôt analyser les fondements du libéralisme de Jean Locke, de la pensée libérale de Jean Locke. Donc ces fondements apparaissent à travers le passage de l'état de nature à l'état civil. L'état de nature, rappelez-vous donc les détails que nous avons fait lorsqu'on a eu à discuter la pensée de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, bien sûr, a articulé sa pensée dans un sens et on va voir que Jean Locke va l'articuler dans un autre sens, beaucoup plus précis et beaucoup plus rationnel. Et ainsi donc, nous allons partir pas à pas pour démontrer la pensée politique de Jean Locke. Donc, en premier lieu, l'état de nature, qu'est-ce que l'état de nature au regard de Jean Locke? Donc, l'état de nature apparaît comme un état paisible, bien heureux, mais imparfait. Juste pour faire la différence, la nuance entre la pensée politique de Jean Locke et la pensée politique de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes estime que l'état de nature est un état dans lequel l'homme apparaît comme l'ennemi de son prochain. L'homme est un loup pour l'homme. Rappelez-vous, donc, regardez la dernière vidéo, vous allez en être profondément convaincu ou revenez pratiquement sur votre documentation papier, votre documentation PDF ou carrément les keynotes. Ça, c'est une grande nuance entre la pensée politique de Thomas Hobbes et de Jean Locke. Lorsque Thomas Hobbes estime que l'homme est l'ennemi de l'homme et le loup constitue un loup pour l'homme, alors là, Jean Locke estime que l'état de nature apparaît comme un état paisible, bien heureux, mais imparfait. Donc tout ce qui touche à l'état de nature, c'est une certaine imperfection. Alors que Jean Locke, dans le Léviathan, a décrit bien sûr des vicissitudes et un mal absolu qui est celui, bien sûr, qui empêche l'homme de se développer et de s'accomplir. Donc l'homme est l'ennemi de l'homme, en raison bien sûr de cet instinct de survie qui est servi bien sûr à travers le droit de nature et le droit naturel. Rappelez-vous donc les détails que nous avons exposés lors bien sûr de la dernière séance. Et la nature conflictuelle, bien sûr, des rapports individuels qui prévaut sur ce que Locke nous apprend ici, qu'il s'agit juste d'une simple imperfection, bien sûr, des rapports sous l'état de nature. Et donc, il considère, je parle de Locke, John Locke, il considère l'état de nature comme un état de paix et ce n'est pas un état de licence effrénée, c'est-à-dire de dissolution et de déconfiture effrénée tel que ça a été dépeint par John Locke. L'homme y est soumis à la loi naturelle, tout simplement, la loi de nature. Rappelez-vous le point de vue donc de la loi de nature et la loi naturelle chez Thomas Hobbes, qui est la loi de Dieu et de la raison. L'homme n'est pas, au regard de John Locke, l'ennemi mortel pour l'homme. Donc l'homme, dans l'état nature, est placé sous l'effet et sous l'autorité donc de la loi naturelle, mais il est soumis à la loi naturelle, mais qui est une loi de Dieu et de la raison.
Donc l'homme n'est pas du tout l'ennemi mortel de l'homme au regard de John Locke. La raison donc enseignerait, pour John Locke, la raison enseignerait que le désir le plus fort que Dieu met au cœur de l'homme est celui de sa propre sauvegarde. Voilà, donc l'homme ne doit pas lutter contre les autres hommes pour survivre, parce que les autres hommes luttent contre l'homme lui-même, donc le point de départ A ne va pas lutter contre B, C, D et le reste pour survivre, et B ne va pas lutter contre A et C et le reste pour survivre. Donc c'est une lutte mutuelle, mais au contraire, Dieu au regard de John Locke, mais dans le cœur de l'homme, si vous voulez, un désir profond, c'est celui de sa sauvegarde. Et il va nous démontrer que ce désir de sauvegarde de l'homme signifie qu'il va également se maintenir, bien sûr, à l'écart de toute action qui va porter atteinte à la sauvegarde, bien sûr, des autres hommes. Voilà ce qui est la raison et la loi de Dieu, au regard, bien sûr, de John Locke. La raison, c'est que moi, si je suis tranquille, si je veux être tranquille, je dois laisser les autres tranquilles. Donc ça, c'est le point de vue de John Locke, c'est-à-dire la loi de Dieu et de la raison. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans une société et que les sociétés occidentales étaient profondément imprégnées par la religion. Bien sûr, si Thomas Hobbes donc rechigne et estime que la dimension religieuse, surtout la dimension irrationnelle, doit être complètement mise de côté en faveur, bien sûr, d'une attitude rationnelle et réfléchie, et que l'attitude rationnelle et réfléchie voit en l'homme l'ennemi de l'homme, parce que l'objectif de survie impose à celui-ci de lutter contre les autres hommes. Donc ce n'est pas le cas du tout au regard de Thomas Hobbes, parce que Thomas Hobbes, je reprends donc cette expression, la loi naturelle et la loi de Dieu et de la raison. Voilà, donc la différence est notoire entre la pensée politique de Thomas Hobbes et la pensée politique de John Locke, sur ce point-là. De plus donc, en plus de tout cela, une expérience élémentaire montrerait que les hommes étant égaux et indépendants, aucun ne doit nuire à autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté ou ses besoins. C'est la loi de la raison. Mais c'est également la loi de Dieu qui ordonne aux hommes, si vous voulez, rappelez-vous, la religion chrétienne, aussi bien catholique que protestante, prône le respect, bien sûr, des autres hommes. Bien sûr, chaque sujet ou chaque composant de la société doit se tenir en respect vis-à-vis des autres hommes. Et là, bien sûr, nous sommes en train de remarquer ensemble que John Locke n'écarte pas la religion, bien sûr, de la scène politique. Et également comme composante de cette scène politique, parce que la loi de Dieu, pour lui, est d'une très grande importance dans si vous voulez, à travers, ou plutôt, et constitue le fondement donc de ce mécanisme régulateur des rapports entre les hommes, la loi de Dieu et de la raison. Et la loi de la raison, donc, est plus ou moins attelée à la loi de Dieu pour établir cette stabilité et ce désir donc de sauvegarde qui est aussi bien individuel que collectif dans l'esprit de l'homme. D'accord? Donc, une expérience élémentaire, je reprends donc la keynote, montrerait que les hommes étant égaux et indépendants, aucun ne doit nuire à autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté ou ses biens. Voilà. Ils travaillent donc pour leur propre conservation. Sauvegarde, on a parlé tout à l'heure de sauvegarde, conservation, c'est pratiquement la même chose, et c'est de tous les autres hommes. Donc les hommes, selon la loi de Dieu et de la raison, selon ce précepte, si vous voulez, que les hommes étant égaux et indépendants, et que personne ne doit, bien sûr, porter atteinte ou ne doit nuire à autrui, aussi bien dans sa vie, sa santé, sa liberté ou ses besoins. Donc, ainsi donc, par conséquent, les hommes travaillent pour leur propre conservation et celle de tous les autres hommes. Donc, la loi de Dieu et de la raison constitue un ciment fondateur, bien sûr, d'une société civile assez bien régulée, même si elle est traversée d'un certain nombre d'imperfections.
rappelons-le. Donc pour John Locke, il n'y a qu'une petite imperfection qui touche la société, si vous voulez, l'état de nature dans lequel l'homme vit. Et on va voir donc que cette situation imparfaite, donc cette imperfection, relève bien sûr de deux aspects. Donc les deux aspects mettent en relief l'imperfection de l'état de nature. Donc d'une part, l'état de nature est un état dans lequel chacun a le droit de punir ceux qui violent la loi naturelle. Voilà. Donc ça c'est une première imperfection, ce qui relève bien sûr d'une justice privée. Donc lorsqu'on est dans l'état nature, donc lorsque quelqu'un se trouve confronté à une situation bien sûr d'agression, c'est-à-dire lorsque quelqu'un nous porte atteinte, on a le droit de bien sûr réparer la situation, c'est-à-dire de punir ceux qui violent, c'est-à-dire cette monotonie et cette stabilité de la loi naturelle, c'est-à-dire qui porte atteinte à l'homme, soit dans sa vie, soit dans ses biens, soit dans sa liberté. Donc, ainsi donc, règne une sorte de justice privée, le règne d'une justice privée. Et par conséquent, de graves inconvénients peuvent en découler. Bien sûr, la justice privée, lorsqu'on est dans le cadre d'une justice privée, bien sûr, ce sont toujours les plus puissants qui ont la main, qui ont le dessus. C'est malgré le fait que l'expérience d'ailleurs nous le montre très bien. Dans un cadre de justice privée, il y a une hiérarchisation sociale qui s'installe très rapidement, un compartimentage social qui s'installe très rapidement. Les plus puissants, si vous voulez, se retrouvent à la tête de la hiérarchie, et les moins puissants, bien sûr, dans la queue, et vont servir les plus puissants. D'où donc cette différenciation aussi bien politique, économique que sociale, ou plutôt sociale, économique que politique. D'accord? Donc, d'où nous pensons que, à juste raison, John Locke voit qu'il y a des inconvénients qui peuvent en découler de cette situation et qu'il devient impératif d'organiser le pouvoir civil. Donc, pour dépasser bien sûr cet état de nature. On est pratiquement aux origines du pouvoir, là, au regard bien sûr de John Locke. D'autre part donc, l'homme a un droit de propriété fondé sur le travail. Droit de propriété, bien sûr, fondé sur le travail, c'est-à-dire sur le mérite. Et il ne faut pas oublier que John Locke ici est en train de réagir par rapport à cette situation, bien sûr, du Moyen-Âge, qui a prévalu pendant tout le haut Moyen-Âge. Bien sûr, qui a connu un certain nombre de nuances sous Henri VIII. Je reviens sur ce point-là. Henri VIII, bien sûr, je vous rappelle juste la période historique dans laquelle a vécu Henri VIII. Donc, il est né en 1491, devenu roi en 1509, puis décédé roi d'ailleurs en 1547. Qu'a fait Henri VIII? Henri VIII, bien sûr, dans cette logique de libéralisation de la société anglaise, était un acteur fondamental. Pas consciemment, on va voir que ce n'est pas consciemment que Henri VIII a bâti la société anglaise sur un réflexe de cumul de la richesse et puis de libéralisme économique. Mais en fonction, bien sûr, des perpétudes, des vicissitudes également de Henri VIII. Rappelez-vous, je vous ai dit que Henri VIII donc, a voulu tout simplement répudier sa première femme, Catherine d'Aragon, et que le pape a refusé de le faire, et que un certain de ses conseillers les plus proches lui a tout simplement soufflé dans l'oreille que la religion protestante lui permet de dépasser cet obstacle.
et que, au bout du compte, il a opté, bien sûr, pour cette nouvelle religion, sous l'instigation aussi de sa bien-aimée Anne Boleyn, sa deuxième femme, Anne Boleyn. Et que Anne Boleyn, d'ailleurs, qui a vécu longtemps en France, qui a été dans la cour française, la cour royale française, et qui a été plus ou moins imprégné par le protestantisme, qui a été de longue date d'ailleurs installé en France. Et ainsi donc, Henri VIII, pour cette raison, et d'ailleurs le protestantisme était beaucoup plus adapté à l'état d'esprit de Henri VIII, qui a toujours refusé la domination donc de la papauté sur le devenir de la monarchie britannique, et également l'hémorragie autant que Philippe le Bel. Philippe le Bel, rappelez-vous donc les cours précédents, qui a toujours refusé cette hémorragie financière au profit donc du pape de Rome, qui est sous forme d'un transfert de fonds. Bien sûr, ce sont des biens qui revenaient de droit à l'Église, la Sainte Église de Rome, sur bien sûr les biens de l'Église, des églises, pratiquement de toutes les églises d'Europe. Et Henri VIII, donc, dans le même état d'esprit que Philippe le Bel, bon, ils ne se connaissaient pas, ils n'étaient pas contemporains bien sûr, mais dans la même lignée, si vous voulez, royale, une sorte de royauté très puissante, Henri VIII donc a coupé pratiquement pour la première raison, c'est son mariage avec Anne Boleyn, et la deuxième raison, c'est pour limiter le transfert de fonds en faveur, bien sûr, sous forme d'un impôt religieux, entre guillemets, un impôt religieux, les droits de l'Église romaine, de la Sainte Église de Rome, sur les biens, bien sûr, des églises locales en Europe et effectivement ici en Grande-Bretagne. Donc, ce passage de la religion catholique chrétienne à la religion protestante a fait en sorte que Henri VIII est devenu le chef de file religieux, c'est-à-dire le supérieur, le chef de file de l'église protestante britannique, et il a fait en sorte aussi de détruire l'église catholique, bien sûr, chrétienne, avec bien sûr énormément de biens. C'est les biens de l'Église se levaient bien sûr à une bonne partie, à un bon pourcentage donc de l'économie nationale à cette époque, et en termes de terres, c'est-à-dire richesse immobilière, et en termes bien sûr de richesse mobilière également, beaucoup de richesses. Et donc vous voyez qu'il a exproprié l'Église, il a détruit l'Église, il a exproprié ses terres, et il a enrichi l'État à travers, bien sûr, les biens de l'Église expropriés. Et ainsi donc, il a permis aussi bien d'enrichir la couronne, c'est-à-dire les finances de l'État, que d'intégrer beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Anglais à la propriété de terres, bien sûr, cédées par l'Église, cédées de force, bien sûr, expropriées à l'Église. Et donc, beaucoup d'Anglais, beaucoup de sujets, tout simplement du roi, ont accédé, qui ne sont pas des nobles. Faites attention, des sujets qui ne sont pas des nobles ont accédé à des terres, si vous voulez, beaucoup de richesses immobilières, ce qui a constitué, au regard de beaucoup de chercheurs, un premier déclic vers l'enrichissement, bien sûr, et le cumul de richesses au sein de la société anglaise. Tout cela, bien sûr, a été couplé par les occupations au-delà des mers, c'est-à-dire les colonies, et les richesses qui ont été rapportées par les colonies ont permis, bien sûr, d'enrichir encore plus cette frange de la société anglaise qui n'était pas constituée d'aristocrates, mais qui sont devenus encore plus riches que les aristocrates. Et bien sûr, rappelez-vous ce que j'ai dit à propos de Barnave, qui est venu par la suite, lourdement influencé par John Locke, une nouvelle répartition de la richesse appelle une nouvelle répartition des pouvoirs. Et donc, vous voyez qu'en fonction, bien sûr, de cet enrichissement de la société, et surtout donc des sujets qui ne sont pas des aristocrates, qui vont constituer la classe moyenne bourgeoise par la suite, s'est développé bien sûr une nouvelle dimension du pouvoir, et tout cela a éclairé bien sûr la pensée politique de John Locke, parce que ce sont des gens qui sont devenus riches
Et ces gens veulent tout simplement se protéger, produire de la richesse pour devenir encore plus riches. Mais en produisant de la richesse, il entraîne d'autres à être encore plus riches, c'est-à-dire une sorte d'enrichissement total et universel, bien sûr, de la société. C'est ce qui explique également ainsi donc la pensée politique. C'est ce qui constitue plutôt le fondement de la pensée politique de John Locke. Cet état d'enrichissement, bien sûr, et de dynamique, si vous voulez, économique très positive qu'a connue la société anglaise depuis le règne, bien sûr, de Henri VIII. Henri VIII qui est décédé en 1647. Donc c'est à peu près un siècle. John Locke est né en 1632, c'est-à-dire à peu près trois quarts de siècle après le décès de Henri VIII. Donc vous voyez que c'est une dynamique qui s'est lancée et qui a été exprimée par la pensée politique de John Locke. L'homme donc a un droit de propriété fondé sur le travail. Donc vous voyez, ce n'est pas un droit de propriété fondé sur l'héritage, sur bien sûr le sang, mais sur le mérite, sur le travail. On est dans une logique bien sûr de libéralisme bourgeois, d'un fort enrichissement de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, bien sûr, l'enrichissement de la bourgeoisie est fondé essentiellement sur le mérite et pas sur l'héritage et pas sur la condition sociale. Celui-ci donc s'étend aux objectifs nécessaires à sa consommation, la consommation de l'homme, le droit de propriété, donc doit être proportionnel aux objectifs ou plutôt aux impératifs de sa capacité de consommation. Et John Locke donc se représente les terres et les objets destinés à satisfaire les besoins de tous les individus. Les terres donc sont des objets qui sont, et les autres objets bien sûr, qui sont destinés tout simplement à satisfaire les besoins de tous les individus, quelles que soient leurs conditions, et pas les individus, bien sûr, sous l'ancien système, les individus les plus riches, c'est-à-dire les aristocrates. D'accord? Donc il n'y a pas de distinction au niveau de cette dynamique économique. D'accord? Donc vous voyez là qu'on est en train de mettre de côté, de dépasser l'état, bien sûr, du Moyen-Âge et de verser, bien sûr, vers une période nouvelle. Déjà, dans la pensée politique de John Locke, se précisent les grands traits, bien sûr, de la révolution industrielle en Grande-Bretagne. La révolution donc industrielle qui a par la suite fait les fondements de la révolution politique, bon, intellectuelle bien sûr, en termes de pensée politique. Mais donc tout cela, je reviens donc à la pensée concernant les terres, les objets qui sont destinés à satisfaire les besoins de tous les individus. Mais l'apparition de la monnaie modifie profondément la situation. Rappelez-vous l'ouvrage, l'un des ouvrages de John Locke, quelques considérations de la baisse des taux d'intérêt et de la montée du taux de la monnaie. Voilà, il a théorisé donc l'importance qu'a pris la monnaie dans les transactions économiques. On ne fait plus, si vous voulez, de transactions à travers des biens ou sur la base des biens, c'est-à-dire de troc. Mais il y a un nouveau arrivant, bien sûr, qui a pris de l'importance, la monnaie, l'apparition, si vous voulez, qui a modifié, bien sûr, profondément la situation. Bien sûr, John Locke ne parle pas, bien sûr, de la société anglaise à cette époque-là, mais il parle, bien sûr, de l'apparition de la monnaie dans d'autres époques. Et ce qui est arrivé à son époque ne constitue que l'évolution, bien sûr, de cette nouvelle répartition, bien sûr, de ce nouveau support de richesse qui est la monnaie. Donc, les richesses s'accumulent entre les mêmes mains, exacerbant la convoitise des démunis. Donc, on ne parle plus de terres et de biens qui sont destinés à satisfaire les besoins de tout un chacun, mais la monnaie a fait en sorte que les richesses s'accumulent, bien sûr, par le biais d'une sorte de régulation tout à fait spécifique. La monnaie
ou plutôt les richesses, à travers bien sûr l'or et la monnaie globalement, s'accumulent entre les mêmes mains, exacerbant la convoitise des démunis. Il devient donc nécessaire de créer une autorité afin d'empêcher les empiètements. C'est ainsi donc que John Locke prépare le fondement de sa pensée et l'existence bien sûr d'un pouvoir civil qui va répondre bien sûr aux différentes occasions de naissance ou d'apparition de conflits, de facteurs bien sûr générateurs de conflits, qui sont bien sûr l'accumulation entre les mêmes mains des richesses, ce qui exacerbe au bout du compte la convoitise des démunis. Donc pour éviter ces occasions de multiplication des conflits, ou cette multiplication possible des conflits, il faut passer à l'état civil. Voilà. Donc, dans un second point, dans quelle mesure John Locke, bien sûr, imagine ou envisage le passage à l'état civil. Donc ce passage ne peut s'opérer que par le consentement de toutes les composantes de la société sur la base d'un contrat. Il y a une sorte de ressemblance sur ce point-là entre la pensée politique de Thomas Hobbes et la pensée politique de John Locke, bien entendu. Donc, John Locke se pose deux grandes questions à ce propos-là. Comment s'élabore le contrat? Quels sont les principes de base donc de ce contrat? Pour répondre à la première question, le processus contractuel selon Locke part bien sûr de la nature du contrat. Il convient donc de distinguer entre société et corps politique, donc pour démontrer cette si vous voulez, la nature de ce contrat, distinguer entre la société et le corps politique et admettre deux sortes de contrats. Par conséquent, un contrat sous forme d'un pacte social, la société donc se fonde à travers ce pacte social, et en deuxième lieu, un deuxième pacte politique, le pouvoir politique, le gouvernement se forme. Donc il y a deux types de contrats, un pacte social et un pacte politique. On va voir, c'est très important au regard de John Locke et bien sûr au regard du libéralisme politique dont John Locke est bien sûr le véritable fondateur. John Locke distingue le corps social et le pouvoir politique au sein de ce corps social. On va voir dans l'évolution bien sûr de la pensée politique de John Locke que même lorsque le pouvoir politique fait défaut, le pacte social maintient les fondements bien sûr de la société. C'est-à-dire que la société ne tombe pas en situation de déconfiture si elle n'est pas gouvernée par un pouvoir politique constitué. Et que la société maintient ses équilibres et serait prête à se régénérer ses mécanismes de gouvernement et ainsi remettre en place un nouveau pacte politique en cas de défaillance, bien sûr, du pacte en place. Bien sûr, cela revient à l'évolution historique toujours de la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont toujours su, bien sûr, après une grave crise qui secoue le pays, remettre bien sûr en scène un nouveau pouvoir à travers bien sûr la mise en place d'une nouvelle autorité. Rappelez-vous Jean Santerre, rappelez-vous également lorsque Georges Ier s'est installé au pouvoir, donc Georges Ier a fait preuve d'une grande faiblesse vis-à-vis des lords britanniques. Il ne parlait pas anglais, il n'avait pas de réseau de pouvoir, etc. Donc pour qu'il soit légitimement accepté par l'aristocratie britannique constituée de lords et de pouvoir et d'hommes très puissants, donc il devait accepter que ceux-ci constituent un contre-pouvoir par rapport à son pouvoir. Et c'est là où naît en quelque sorte un parlement britannique qui était déjà bien sûr en devenir depuis la période de Jean Santerre. Rappelez-vous aussi cette période donc du roi Jean Santerre qui était complètement démuni politiquement et qui a accepté la Magna Carta. Rappelez-vous donc ces éléments historiques. Jean Santerre, donc la Magna Carta date de 1215, la date d'intronisation de Jean Santerre, 1215.
c'est-à-dire à peu près 5 siècles avant l'intronisation de Georges Ier, c'est-à-dire une longue, si vous voulez, une période assez importante donc, et l'intronisation de Georges Ier coïncide à peu près avec le décès de John Locke. Donc vous voyez que c'est une période dans laquelle les événements sont liés les uns aux autres. Et cette vieille tradition britannique constitue bien sûr un éclairage pour John Locke qui lui permet d'affirmer qu'une société est une structure dans laquelle se situe une autre structure qui est le pouvoir politique. Et d'où donc pour lui la nécessité de distinguer le pacte social du pacte politique. Si le pacte politique n'est pas, si vous voulez, en état de gouverner la société, donc la société peut renouveler son pacte politique sans pour autant se retrouver en état de déconfiture. Ce qui a été le cas d'ailleurs à travers la mise en place de ces deux rois. Et entre ces deux, Jean Santerre et Georges I, donc se sont passés d'autres événements qui ont eu la même coloration. Donc la Grande-Bretagne est connue pour ses péripéties. Et sur ce point-là, bien sûr, il y a une grande différence entre la pensée politique de John Locke et la pensée politique, bien entendu, de Thomas Hobbes. Parce que Thomas Hobbes considère que la souveraineté exercée par le monarque, par le gouvernant, est l'équivalent, bien sûr, et la contrepartie d'une aliénation que se font les sujets pour rechercher la protection et, bien sûr, pour le dépassement de l'état de nature dans lequel l'homme est l'ennemi mortel de l'homme. Et donc, cette aliénation, ou plutôt de cette aliénation, découle un pouvoir absolu sur la base de l'exercice d'une souveraineté absolue, bien sûr, du gouvernement. Donc voilà, sur ce point-là, il y a une nette différence entre la pensée politique de John Locke et la pensée politique de Thomas Hobbes. Et qu'il faut bien se préciser, cette différence, cette nuance, il faut bien sûr la comprendre et la préciser, parce qu'elle est déterminante au niveau de l'évolution, bien sûr, de la pensée politique libérale. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si Thomas Hobbes on ne peut pas le qualifier comme étant un libéral quelconque, mais il a contribué bien sûr à l'évolution de la pensée libérale par réaction de John Locke à la pensée politique de Thomas Hobbes, bien sûr. Vous voyez donc qu'il y a une logique intrinsèque au niveau de l'histoire de la pensée, bien sûr, politique. Vous voyez donc que à ce moment-là, je reviens à la pensée de John Locke, c'est-à-dire la distinction entre deux pactes, c'est-à-dire le pacte social, à travers lequel la société s'articule, se fonde, et un pacte politique à travers lequel le pouvoir politique se forme, se constitue. Et la distinction, bien sûr, l'importance de la distinction que je viens de souligner. Et à travers ce dernier est assurée la délégation, bien sûr, de souveraineté qui appartient à chacun des hommes réunis par le pacte social. Donc, les hommes au niveau de la société, donc, délèguent la souveraineté qui doit être déterminée par le pacte politique ou à travers le pacte politique. Donc cette dualité, pourquoi? Ce qui a fait la différence entre la pensée politique de John Locke et la pensée politique de Thomas Hobbes. Donc pourquoi cette dualité au niveau de l'acte fondateur? Donc on est en droit de se poser la question. Donc John Locke semble penser qu'il peut exister une dissolution de la puissance politique sans que l'organisation sociale, si vous voulez, n'en soit dissoute également. C'est-à-dire tandis que l'organisation sociale se perpétue. Je viens de le dire il y a quelques instants. Autrement, en cas donc de vacance du pouvoir, la société ne se désintègre pas. Le peuple donc peut décider d'établir une nouvelle puissance législative. Et la puissance législative qui va mettre en place, bien sûr, un pouvoir exécutif à sa tête. Donc vous voyez que même les sociétés contemporaines, certaines sociétés contemporaines n'ont pas compris la différence entre le pacte social et le pacte politique. Ce qui se passe en Libye, malheureusement, nous l'apprend avec beaucoup de désolation. Le principe donc, deuxième petit point, le principe du contrat, bien sûr, qui est fondateur de la souveraineté.
Locke n'établit pas seulement la réalité d'un contrat délégation, bien sûr, je parle ici du pacte social qui est bien sûr imbriqué, du pacte politique qui est imbriqué dans le cadre du pacte social. Donc Locke n'établit pas seulement la réalité d'un contrat de délégation de la souveraineté, mais il met en relief l'omnipuissance du peuple et de sa souveraineté dans le processus. L'omnipuissance du peuple et de sa souveraineté dans le processus. Donc si, bien sûr, le pacte politique est dessous, connaît des difficultés, ne peut pas continuer, en raison, bien sûr, d'événements historiques ou en raison, bien sûr, d'une dissolution d'une monarchie quelconque, donc la société doit régénérer tout qui se maintient, qui ne se disloque pas. La société, donc, à travers le pacte social, se régénère, bien sûr, les fondements d'un nouveau pouvoir politique, d'où donc, au regard de John Locke, contrairement à celui de Thomas Hobbes, le pouvoir exerce un rôle d'omnipuissance parce que c'est lui-même qui détient la souveraineté et pas le gouvernement. L'absolutisme, la pensée absolutiste de Thomas Hobbes affirme que le peuple s'aliène sa liberté, donc, et le gouvernant, et il n'a aucun pouvoir sur le gouvernant, et le gouvernant ne rend pas compte, bien sûr, des détails de son pouvoir au peuple. Donc, il est au-deçà, si vous voulez, de ce qui se passe au niveau du pacte. Il n'y a pas de pacte politique, bien sûr, distingué par rapport au pacte social, au regard de Thomas Hobbes, en raison, bien sûr, de cette vision absolutiste du pouvoir et de la souveraineté exercée par le gouvernement. Donc, je reviens à notre keynote, le contrat politique semble négocié entre les partenaires. Donc, ce n'est pas sur la base d'une aliénation de la liberté, mais sur la base telle que l'affirmait Thomas Hobbes, mais sur la base d'une négociation entre deux partenaires d'égal à égal, le peuple et le souverain. Donc nous dépassons complètement, vous voyez, cette vision de pouvoir donc omnipuissant, omniprésent, absolu, du haut vers le bas. N'est-ce pas? Maintenant, on est pratiquement le peuple et le gouvernant négocient d'égal à égal. Le peuple donc d'une part et le futur gouvernement de l'autre. Il ne parle pas de gouvernant, il parle de gouvernement, John Locke, de gouvernement, c'est-à-dire d'un pouvoir élitiste, c'est-à-dire d'un pouvoir qui se met en place en fonction, bien sûr, de mécanismes qui vont devenir les mécanismes à travers le processus électoral, mais dont les origines sont apparues à cette époque-là, bien sûr. Donc, des prestations et contre-prestations sont échangées, des intérêts, bien sûr. Le contrat constitue lui-même un compromis entre les deux parties impliquées par la relation politique, le peuple et le gouvernement. Pas le gouvernement. Le gouvernement, je le répète bien. Donc, on se rend ainsi compte de l'écart considérable, bien sûr, je viens de le souligner à plusieurs reprises, entre le contrat de Locke et le contrat, bien sûr, social de Thomas Hobbes. Les conditions donc du contrat, maintenant, Locke insiste sur deux conditions. La première condition que doivent souscrire ceux qui veulent former une société, c'est-à-dire le peuple, et que chacun renonce au droit de décider par lui-même ce qu'il juge bon pour sa propre sauvegarde et pour la sauvegarde des autres hommes. C'est-à-dire la loi naturelle. Donc les hommes, normalement, la première condition pour John Locke, c'est que les hommes doivent renoncer à cette loi naturelle, c'est-à-dire le droit de punir tout un chacun qui porte atteinte à notre liberté ou à nos biens. Ou bien, les individus donc, doivent tout simplement renoncer à ce droit. La société donc se charge elle-même de ce pouvoir par la réglementation de loi, par la mise en place de loi. Donc vous voyez que l'évolution ainsi est une évolution extraordinaire qui a été cherchée déjà, ou plutôt recherchée déjà par dans d'autres phases de l'histoire, par le pacte de Hammurabi, donc Mudawwana, rappelez-vous, et aussi par on a
souligner donc ce point-là. Avant l'avènement de la civilisation grecque, l'apogée de la civilisation grecque à Athènes, les décideurs ont fait appel à des jurisconsultes pour déterminer les fondements juridiques donc, de la vie en société. Dracon, parmi d'autres. Dracon et Solon parmi donc ces jurisconsultes. Rappelez-vous notre cours de semestre 5. Donc, c'était une quête. Chaque fois qu'une société décide de partir de l'avant vers une organisation avancée et une régulation, si vous voulez, assez puissante, donc, la société établit des règles de conduite communes, claires et applicables à tout le monde, générales et abstraites, c'est-à-dire applicables à tout le monde. Donc, John Locke est en train de prôner la même chose. Les sociétés, les individus doivent renoncer à ce droit naturel, c'est-à-dire celui de décider par lui-même ce qu'il juge bon pour sa sauvegarde et celle des autres, et ainsi donc céder ce droit à la société qui va se charger elle-même de ce pouvoir par la mise en place de règles de conduite communes, c'est-à-dire de règles générales et abstraites, c'est-à-dire des lois, tout simplement. La seconde condition donc est l'obligation pour l'homme d'abandonner le pouvoir de punir et de mettre sa force au service du pouvoir exécutif de la société. Donc la première condition est une condition donc constituée par la conception des choses. La deuxième condition, la seconde condition, ça rentre dans la même logique, mais au niveau de la mise en œuvre des choses. Donc vous voyez que la première condition est une condition intellectuelle, la deuxième condition est une condition d'action, de terrain. Abandonner donc le pouvoir de punir, et non pas la perception de pouvoir punir, mais de le pouvoir sur le terrain de punir, pour mettre sa force, bien sûr, au service du pouvoir exécutif de la société. Donc, pour supprimer les désordres qu'introduit la violation de la loi naturelle, la tendance par chacun donc de porter atteinte au bien, au corps ou à la liberté des individus, les lois positives et les autorités instituées n'auront d'autre que de rendre plus strictes les obligations de la loi naturelle, en fixant bien sûr et en infligeant des peines pour cette violation. Donc vous voyez que pour supprimer tout désordre lié à la violation de la loi naturelle, c'est-à-dire la tendance de certaines personnes assez puissantes quand même, ou plutôt ne voulant pas se conformer aux lois de la société, donc les autorités et les lois doivent tout simplement renforcer les sanctions, les punitions et les sanctions qui ont été déjà fixées par la loi naturelle, et ces sanctions donc vont remettre les choses en ordre et vont rétablir les équilibres rompus éventuellement dans le cadre de cet état nature. Donc, vous voyez que ainsi, le rôle de la loi, c'est juste de rendre la loi naturelle impérative. Et rappelez-vous, la loi naturelle au regard de Thomas Hobbes, plutôt de John Locke, est différente par rapport à la loi naturelle au regard, bien sûr, de Thomas Hobbes. Vous voyez, la loi de nature, ou l'état de nature au regard de John Locke, c'est une loi de la raison et une loi de Dieu, dans laquelle les hommes, si vous voulez, ne sont pas forcément en conflit. Ils peuvent, si vous voulez, décider de punir tout un chacun qui porte atteinte à leur bien, à leur corps ou à leur liberté, mais dans l'état normal des choses, c'est que chacun cherche à se préserver et à préserver bien sûr son prochain. Voilà, c'est-à-dire chacun cherche à ce que la société marche sans que chacun ne porte atteinte, sans que quelqu'un ne porte atteinte à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le fondement donc de l'état de nature au regard de John Locke. Je l'ai réexpliqué à plusieurs reprises juste pour fixer cette idée et surtout la nuance par rapport à la même chose, le même état de nature chez Thomas Hobbes, qui est complètement différente. Par contre, donc, l'aliénation consentie par les individus, bien sûr,
lorsque John Locke affirme, surtout dans la première et la seconde condition qu'on a traitées au niveau donc de la keynote précédente, surtout la seconde condition, c'est-à-dire l'obligation pour l'homme d'abandonner le pouvoir de punir et de mettre sa force au service du pouvoir exécutif de la société. Donc, plutôt John Locke estime que l'aliénation consentie par l'individu n'est pas totale. Donc, l'individu n'aliène pas sa liberté définitivement, tel que l'a affirmé Thomas Hobbes, ne l'aliène pas définitivement. Et donc, il reste toujours, le pouvoir donc, du peuple reste toujours un pouvoir, je l'ai affirmé qu'il y a quelques instants, reste toujours un pouvoir puissant et omniprésent. D'accord? Donc, et en conséquence, John Locke n'admet pas que le pouvoir de la société dépasse les limites du bien commun. Donc, le pouvoir au sein de la société ne doit pas dépasser les limites du bien commun, c'est-à-dire ne doit en aucun cas sombrer en despotisme, c'est-à-dire, tel que l'a affirmé Thomas Hobbes, en absolutisme. Donc, vous voyez que John Locke ici réagit à la pensée politique absolutiste de Thomas Hobbes. Les institutions donc du libéralisme de Locke, ça c'est un deuxième point très important donc au niveau de l'étude de la pensée politique de John Locke. Donc deuxième point, la conception donc du pouvoir apparaît à travers la configuration générale qu'il en donne. Voilà, je suis en train ici de discuter bien sûr à travers l'évolution de la pensée politique de John Locke, c'est-à-dire les conditions de dépassement de l'état-nature et l'exercice relatif de la souveraineté par le gouvernement, je dis bien le gouvernement et pas le gouvernant, et ainsi donc, et aussi que l'aliénation n'est pas totale et que le peuple dispose d'un pouvoir de négociation d'égal vis-à-vis donc du gouvernement. Donc à travers tout cela, comment John Locke envisage les institutions libérales, c'est-à-dire de l'exercice du pouvoir. D'un pouvoir, bien sûr, qu'on va voir que c'est un pouvoir libéral au regard de John Locke. Donc, la conception du pouvoir apparaît au regard de John Locke à travers la configuration générale, en particulier l'attachement donc de John Locke à la souveraineté du peuple et à travers sa proposition de distinguer entre les différents pouvoirs. Distinction, qui est bien sûr l'ancêtre de la séparation, qui est l'origine de la séparation des différents pouvoirs, bien entendu. Donc, en premier lieu, un petit point dans le cadre du grand 2, profit du pouvoir libéral, ou plutôt profil du pouvoir libéral. Donc, le pouvoir législatif est le pouvoir principal qui est soumis à quelques limitations. Le profil du pouvoir libéral selon John Locke, ce profil donc est composé de plusieurs points. On va les discuter un par un, ces différents points. Donc le pouvoir législatif est le pouvoir principal et il est soumis à quelques limitations. Donc voilà, vous voyez que le gouvernement, c'est-à-dire la structure principale, la structure générale de l'exercice du pouvoir est constituée par un pouvoir législatif. Un pouvoir législatif. Rappelez-vous l'évolution, et surtout de Georges I. Le pouvoir législatif est le pouvoir principal qui est soumis à quelques limitations. Il ne doit pas être un pouvoir arbitraire sur les vies et les biens du peuple. Donc vous voyez, le pouvoir législatif ne doit pas dire la loi de façon, si vous voulez, totalitaire, qui peut être pratiquement absurde. Il ne doit pas s'arroger le pouvoir d'émettre des décrets improvisés et arbitraires. Donc il faut toujours qu'il soit bien réservé et que ces décisions doivent verser absolument dans le cadre du bien commun. Et il ne doit avoir qu'une seule mesure
pour tous. C'est-à-dire que la règle de droit doit être une règle générale et impersonnelle, abstraite. Vous voyez qu'on est dans une logique, si vous voulez, de dépassement d'un statut spécifique, d'un statut de sang au profit de l'aristocratie. Vous voyez, donc les droits ou les conditions liées à l'héritage, alors là, pour John Locke, sont complètement à bannir, sont devenus obsolètes au regard donc de John Locke. Quant à la forme du pouvoir, John Locke suppose que la majorité qui détient la puissance au sein de la communauté peut adopter diverses formes de gouvernement. Et la forme de gouvernement dépend bien sûr de l'attribution du pouvoir suprême qui est le pouvoir législatif. Donc c'est le pouvoir législatif qui exerce le pouvoir suprême, c'est lui qui décide bien sûr des formes de gouvernement à attribuer à la société qui doit gouverner. Donc ça c'est quelque chose bien sûr qui est propre au libéralisme, même à l'époque actuelle. Donc le principe de la distinction des différents pouvoirs, le deuxième sous-point donc du grand 2, John Locke introduit l'idée de la nécessité d'une distinction du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif en insistant sur deux considérations. On parle toujours, et je l'ai dit et redit, d'une distinction et pas d'une séparation. D'accord? La séparation, je viens de le dire, a été modélisée par Montesquieu. D'accord? Bon, Montesquieu, au bout du compte, le mérite de Montesquieu, à travers les développements qu'on est en train de faire ici, le mérite de Montesquieu, c'est d'avoir modélisé, d'avoir créé un modèle type, mais pas d'avoir imaginé ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Parce qu'il y avait déjà une distinction des pouvoirs valable en Grande-Bretagne et qui dépend bien sûr, plutôt qui répond de toute une évolution historique, c'est-à-dire profondément ancrée dans la culture et dans l'histoire de la Grande-Bretagne. Donc, les deux considérations que je viens de citer, en premier lieu, ce serait provoquer une tentation trop forte pour la nature humaine, fragile, ambitieuse, que de confier à ceux-là, même qui ont le pouvoir de faire des lois, le pouvoir de les exécuter. Voilà, vous voyez, on est dans la logique d'un certain Montesquieu qui va venir par la suite. Donc, au bout du compte, Montesquieu, on va voir qu'il a été profondément influencé par les écrits de John Locke. On ne peut pas nier, c'est une évidence. D'ailleurs, il a été toujours, Montesquieu a été toujours, si vous voulez, influencé, voire même épaté par ce qui se passe en Grande-Bretagne. Dans une France, bien sûr, lui qui était dans une France aveuglée par l'absolutisme royal et par, bien sûr, la déliquescence, bien sûr, du pouvoir des rois et des princes, de la classe, bien sûr, politique française qui a été pratiquement en état de dégénérescence, pratiquement de dislocation. On s'approche à cette époque-là de la Révolution française à grands pas. Et donc, Montesquieu a réagi violemment et bien sûr a fait écho de ce qui se passe en Grande-Bretagne, pays voisin et lourdement et profondément concurrent bien sûr de la France. Donc, ce serait provoquer une tentation trop forte pour la nature humaine. Montesquieu a dit que lorsqu'on dispose du pouvoir, la nature humaine fait que lorsqu'on dispose du pouvoir, on a tendance à en abuser. C'est pratiquement ce qu'a dit déjà à peu près 3/4 de siècle auparavant John Locke. D'accord? Ils sont alors en mesure de se dispenser d'obéir aux lois qu'ils font. Bien sûr, ce qu'a dit Thomas Hobbes l'exprime parfaitement. Donc le monarque n'est pas obligé d'obéir aux règles qu'il a établies lui-même, ni à la tradition. C'est-à-dire les règles praticables depuis longtemps, bien consacrées entre les individus. Donc le monarque n'obéit ni à sa propre loi, la loi qu'il crée, ni à celle du peuple, c'est-à-dire à travers les usages et les habitudes et les traditions. Ça, c'est Thomas Hobbes. Mais là, John Locke nous précise
que les gouvernants, c'est-à-dire les personnes qui ont l'aptitude de gouverner le pouvoir, seraient en mesure de disposer, ou plutôt de se dispenser d'obéir aux lois qu'ils font, de les rédiger, de les appliquer en fonction de leurs intérêts. Alors là, ça, c'est une forme d'absolutisme qu'il faut limiter par la distinction entre ceux qui créent la règle de droit et ceux qui exécutent la règle de droit. Voilà. Voilà. Donc c'est ça ce que va nous démontrer Thomas Hobbes, plutôt John Locke. C'est ça ce qui va nous démontrer, bien sûr, John Locke. Donc l'organe législatif n'a pas besoin de siéger en permanence. Vous voyez que c'est ce qui se passe actuellement. Une fois que les lois élaborées, les membres du législatif se séparent et se trouvent soumis aux mêmes lois que eux-mêmes, donc eux également à leurs propres lois. Donc les lois, une fois promulguées, une fois décidées et promulguées, ils deviennent applicables même à ceux-là même qui les ont créés, c'est-à-dire les membres du législatif. D'accord? À cette époque-là, c'était principalement la grande bourgeoisie et l'aristocratie. Des représentants de la grande bourgeoisie et des représentants, bien sûr, de l'aristocratie. Ce qui est un motif puissant pour les inciter à rédiger ces lois pour le bien public. Donc si ce sont eux-mêmes qui vont être... c'est une loi implacable. Il suffit juste d'y penser pour voir qu'on est fondé sur la logique des choses. Lorsque on va nous-mêmes être sujet des lois, donc les lois doivent être... doivent verser dans le bien commun et non pas dans le bien, bien sûr, d'une partie de la population. Parce que cette partie de la population, lorsque on crée des lois qui ne sont pas dans le sens du bien commun, donc autant créer des lois qui versent dans le bien commun, puisque ces lois vont s'appliquer à eux-mêmes en tant que simples citoyens. Et c'est la raison d'ailleurs qu'il y a, alors là, entendez bien, et apprenez bien une chose très importante. Pourquoi les parlementaires ne tiennent que des sessions, 2 sessions annuelles, 2 sessions par an, session de printemps et session d'automne? Eh bien, c'est tout simplement pour être convaincus qu'ils n'exercent pas le pouvoir, qu'ils contribuent à la création de la règle. Ils exercent la souveraineté par la création de la règle de droit, mais ce sont des règles de droit qui, une fois la session terminée et qu'ils rentrent chez eux, donc ils deviennent eux-mêmes sujets des mêmes lois qu'ils ont eux-mêmes créées, c'est-à-dire des lois qui doivent s'appliquer de façon générale, de façon abstraite et de façon impersonnelle à eux-mêmes. Eux aussi deviennent des sujets donc de ces lois. D'accord? Donc vous voyez que c'est une logique implacable pour obliger les membres donc du législatif à créer des règles qui versent dans le bien commun, le bien public et non pas pour protéger des intérêts particuliers. D'où donc la nécessité de distinguer entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et John Locke divise le pouvoir en 3 activités. Une activité législative, une compétence législative, une compétence exécutive et une compétence fédérative. Donc, qui va être, bien sûr, pour d'autres penseurs politiques, la compétence juridictionnelle. Donc, fédérative, c'est-à-dire, je pense que fédérative, à cette époque-là, était déjà très avancée par rapport à l'esprit, bien sûr, à l'esprit commun. Fédérative, je pense que le pouvoir juridictionnel est un pouvoir fédératif, effectivement, puisque il permet la mise en œuvre de la règle de droit de façon générale et abstraite. Si bien sûr des pratiques au niveau de la société font en sorte que les lois ne peuvent profiter à certaines personnes, ou le détournement de ces lois peuvent profiter à d'autres personnes. Donc la justice, le pouvoir juridictionnel est un pouvoir qui permet de réduire à néant ces tentatives. La tentative que je viens de décrire, première, c'est-à-dire que la loi profite à certains, ou que le détournement de la loi profite à certains autres. Donc le pouvoir fédératif détruit ces vicissitudes et remet bien sûr la loi
comme étant une structure qui s'applique, ou comme un ensemble de règles qui s'appliquent de la même manière à tous, c'est-à-dire renforcer le caractère général, abstrait, impersonnel et surtout le caractère impératif de la règle de droit qu'on entend actuellement comme étant le caractère impératif de la règle de droit. Donc, maintenant, les modalités de la distinction des pouvoirs, on va voir que ces modalités, si vous voulez, se répartissent en plusieurs points. Le premier point, la prééminence du pouvoir législatif. C'est normal, étant la structure chargée de l'exercice de la souveraineté. Donc le pouvoir législatif est le pouvoir suprême, mais il est discontinu. Et cette discontinuité, donc rappelez-vous l'utilité de cette discontinuité, c'est pour donner donc conscience aux membres du pouvoir législatif qu'une fois les règles créées et que la session est terminée, qu'ils deviennent eux-mêmes sujets des propres lois qu'ils ont créées. Le pouvoir donc exécutif et le pouvoir permanent, donc qui s'installe dans la durée, continue, mais qui est secondaire. Donc le pouvoir législatif est le pouvoir suprême, mais qui est discontinu. Le pouvoir exécutif est permanent, continu, mais soumis au contrôle, bien sûr, du pouvoir législatif, puisqu'il se retrouve dans une situation donc secondaire. Il ne fait qu'appliquer les règles qui ont été créées par le pouvoir législatif. Donc le pouvoir législatif est l'expression directe du peuple, la souveraineté d'ailleurs. Il est le pouvoir fondamental, l'âme donnant forme, vie et unité à l'État. Mais il ne s'exerce que par intermittence. Il est discontinu. Rappelez-vous l'expression que nous avons utilisée. Et rappelez-vous l'utilité de cette discontinuité, de cette intermittence de l'exercice du pouvoir législatif qui est d'une très grande importance également. Si l'on est ainsi, c'est qu'il n'est pas souverain au sens ancien du terme. Donc si le pouvoir législatif est un pouvoir, si vous voulez, discontinu et intermittent, qui s'exerce de façon intermittente, cela veut dire qu'il n'est pas aussi souverain que l'entendait Thomas Hobbes et tout ce qui est, si vous voulez, qui l'ont précédé. La loi donc de la nature, que l'état civil ne fait que consolider, s'impose à tous les hommes. C'est pas l'état de nature, je parle ici de la loi de la nature, qui est la loi de Dieu et la loi, si vous voulez, de la raison, selon John Locke. Donc, que l'état civil ne fait que consolider, bon, ça c'est le point de vue. On ne dépasse pas cette loi, cet état de nature, si vous voulez, par opposition, mais on le dépasse en consolidant bien sûr ses règles et en rendant ces règles et en accentuant ces règles autour d'un pacte social et d'un pacte politique. Et ce pacte social et ce pacte politique contribuent bien sûr à créer la société civile ou l'état civil, qui ne fait au bout du compte, selon John Locke, que consolider l'état de la nature. Donc, s'impose à tous les hommes, y compris les législateurs. Voilà. Et de ce point de vue, le Parlement n'est pas au-dessus des normes absolues. N'est pas au-dessus. C'est le créateur de ces normes, mais c'est également le sujet de la mise en œuvre, de l'application de ces règles. Je parle des individus qui le composent. Voire même, pas à travers le contrôle de constitutionnalité des lois, qui a été un phénomène qui est venu très tardivement par la suite. Eh bien, le législateur est lui-même l'objet de la règle de droit, c'est-à-dire l'objet de l'application de la Constitution. Il ne doit pas violer la Constitution, le Parlement. Si un acte du Parlement s'avère non conforme à la Constitution, donc, et si le juge constitutionnel estime, est convaincu, estime et juge qu'il n'est pas conforme à la Constitution, donc le juge constitutionnel décide l'annulation pure et simple donc de ce texte. Il n'en demeure donc, à travers tout cela, il n'en demeure pas moins que le pouvoir législatif est le pouvoir suprême et que tous les autres pouvoirs lui doivent lui être soumis. Je parle ici du pouvoir exécutif et du pouvoir fédératif qui va être par la suite, si vous voulez, considéré comme étant le pouvoir juridictionnel.
Cette prééminence donc de l'organe législatif deviendra l'une des idées directrices les plus durables du constitutionnalisme moderne. C'est très clair. On est en train de penser, d'analyser la pensée politique de Thomas Hobbes, et c'est exactement, c'est comme si je suis en train de vous donner des passages, bien sûr, de la pensée politique, ou plutôt du droit constitutionnel et de la pensée de Montesquieu. On est pratiquement dans le même état d'esprit. Pourtant donc, mais cela ne signifie point que l'exécutif est dénué de pouvoir constituant. Donc le pouvoir exécutif, même si se trouvant dans un état de seconde zone par rapport au pouvoir législatif, c'est-à-dire dans un pouvoir secondaire, mais il se distingue par rapport au pouvoir législatif par sa permanence. Et ainsi donc, sa permanence lui attribue quand même un rôle au niveau des pouvoirs constituants, c'est-à-dire du pouvoir de créer des règles de droit, autant d'ailleurs que peut le faire le pouvoir, que le fait effectivement le pouvoir législatif. Donc, concernant la portée du pouvoir exécutif, il a le droit d'assembler et de dissoudre la législature. C'est un petit peu un état d'esprit de parlementarisme britannique, de l'équilibre des pouvoirs tel qu'il s'exprime à travers, bien sûr, les lois britanniques. J'ai dit des lois britanniques, c'est-à-dire la constitution britannique qui est une constitution souple. La constitution britannique, juste à titre de rappel, n'est pas constituée d'un texte rigide, mais d'un ensemble de lois qui peuvent être modifiables par d'autres lois. Mais étant profondément ancrées dans la culture et dans le panorama de l'exercice du pouvoir britannique, donc ils sont devenus intouchables. Et de ce caractère intouchable découle leur caractère donc de constitution souple. Donc le pouvoir exécutif a le droit d'assembler et de dissoudre la législature, donc le principe de l'équilibre des pouvoirs, tel qu'on le précise en droit constitutionnel actuel. Ce pouvoir ne lui donne pas une supériorité sur celle-ci, c'est-à-dire sur la législature. Il s'agit seulement d'une mission de confiance dont il est chargé pour la sécurité du peuple, dans les cas où l'incertitude et l'inconstance des événements ne permettraient pas qu'on établisse une règle fixe. C'est-à-dire si les événements peuvent empêcher le Parlement de créer des règles, c'est-à-dire de se réunir et de créer des règles, c'est-à-dire assurer une continuité législative, alors là, le pouvoir exécutif doit bénéficier de la confiance, bien sûr, du pouvoir législatif pour créer des règles. Entendez par là, à titre d'exemple, et prenons l'exemple de ce qui se passe actuellement, l'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret-loi, c'est-à-dire un décret mis en place par le gouvernement, mais qui est force de la loi, en attendant la réunion, bien sûr, ou plutôt la session parlementaire, et le Parlement doit accorder donc, c'est-à-dire doit voter positivement ce texte, ce texte doit être adopté par le Parlement. Le décret-loi donc devient une loi après son adoption par le Parlement. Et juste pour votre culture juridique, si un décret-loi est voté négativement par le Parlement ou jugé non conforme à la règle constitutionnelle par le juge constitutionnel, donc ce décret-loi est tout simplement tombe dans l'oubli. Il est annulé. Donc il est nul et non avenu. C'est-à-dire un décret-loi doit se transformer en loi par un vote parlementaire et doit rester une loi parce que non annulée ou non, si vous voulez, censurée par le juge constitutionnel. Bien sûr, en cas de saisine par des parlementaires ou par les institutions qui ont le droit de saisine du juge constitutionnel. Ça, c'est une parenthèse en dehors, bien sûr, de notre cours, mais c'est juste pour votre culture juridique. Par exemple, certains étudiants m'ont posé la question, ça aussi c'est en dehors du cours, mais juste pour aérer le dispositif tel qu'on le fait avec un grand plaisir en présentiel. Certains de mes étudiants ici présents, je pense, doivent apprécier ce que je suis en train de dire, mais c'est un petit peu en dehors
du cours, des limites du cours, parce que ça a été toujours un plaisir, si vous voulez, de partir un petit peu en dehors des limites précises du cours. Donc, certains de mes étudiants m'ont posé la question, Monsieur Faqih, si, par exemple, le Parlement ne vote pas le projet du gouvernement, le projet politique du gouvernement après la mise en place du gouvernement, quelle en serait la situation? Quelle en serait la situation? Vous le savez, l'article 88 de la Constitution, je parle du cas marocain, soumet la mise en œuvre du gouvernement, la mise en place du gouvernement après la nomination royale par l'adoption donc du projet, par un vote positif bien sûr du projet de gouvernement par le Parlement. Et admettons que le Parlement refuse le projet de gouvernement. Donc le texte de la Constitution est tout simplement muet sur ce point-là, et la loi organique sur le fonctionnement du gouvernement qui détermine le fonctionnement et l'organisation du gouvernement est muée sur ce point-là. Donc il n'y a aucune règle ni constitutionnelle ni en termes de loi organique qui précise la suite des choses. Et alors là, beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants et même de professeurs sont en état bien sûr d'incertitude. Alors là, la question est très claire. Pour moi, c'est très clair. Donc à ce moment-là, la réponse à cette situation se trouve dans l'article 42 de la Constitution. L'article 42 qui précise que le roi, chef de l'État, protecteur bien sûr donc du choix démocratique, c'est lui qui doit décider de la suite à donner. Et alors à ce moment-là, c'est un acte politique entre les mains du roi et pas un acte juridique, c'est-à-dire qu'on doit chercher dans le cadre de la Constitution ou d'un texte, si vous voulez, loi organique ou loi ordinaire. D'ailleurs, ça ne peut être que dans le cadre soit de la Constitution, soit d'une loi organique. Mais ça n'existe pas. Ne croyez pas que le côté politique cède le pas rapidement au côté juridique. C'est pas possible. Et d'ailleurs, ce sont des situations qu'on ne peut pas arrêter par une règle juridique. Parce que sinon, ça va bloquer d'autres processus politiques. D'accord? Donc, je dépasse cette petite discussion en dehors des limites de notre cours et je reviens donc à mes keynotes, c'est-à-dire le propre de notre cours. Je disais donc la prééminence, ou plutôt le pouvoir exécutif qui a le droit d'assembler et de dissoudre la législature, je reviens donc sur l'intégralité de la keynote, et que ce pouvoir ne lui donne pas une supériorité sur celle-ci. Il s'agit seulement d'une certaine confiance, c'est-à-dire qui confiance attribuée par le législatif en faveur du pouvoir exécutif, lui permettant d'assurer la continuité, si vous voulez, de gouvernement dans des situations qui ne permettent pas, bien sûr, au législatif de fonctionner normalement. Voilà, c'est ça. C'est à propos dans la pensée, si vous voulez, de John Locke, il s'agit juste d'une question de confiance. Et cette égalité entre le pouvoir exécutif, voire même cette prééminence du pouvoir législatif, si vous voulez, est là, malgré l'importance également du pouvoir exécutif. Donc, au niveau de cette répartition des pouvoirs, des compétences et des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Cette permanence, en quelque sorte, ou cette continuité du pouvoir exécutif, lui assure, si vous voulez, ce droit de mettre en place des règles parce qu'il est le seul en mesure d'assurer le bien public. En raison, bien sûr, soit de l'incapacité de se réunir pour des événements, l'inconstance donc des événements, ici, c'est le terme utilisé, l'inconstance des événements, soit parce que le pouvoir législatif n'est pas permanent. On l'a précisé, ne s'exerce pas en permanence. Il est lié à des sessions et il ne s'exerce que de façon intermittente. Donc, c'est en fonction de cette condition du pouvoir législatif que le pouvoir exécutif, qui est permanent, assure la continuité, bien sûr, du bien public.
Par ailleurs, il a la prérogative. Et ce terme prérogative, si vous voulez, est très important. Il va porter des significations multiples qu'on va développer successivement. C'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs résiduels et indéterminés, pas trop précisés, qui appartiennent au monarque en dehors de ses attributions légalement définies. Tous les pouvoirs résiduels, tous les petits pouvoirs, les petites décisions que prenait le monarque en dehors des attributions légalement définies, c'est-à-dire au terme de la Constitution, de la loi en Grande-Bretagne qui a tous les airs d'une Constitution. Donc tous ces pouvoirs-là reviennent, toute cette prérogative revient au pouvoir exécutif. La prérogative donc désigne le droit d'utiliser le pouvoir que le roi détient, que le roi détenait, pour le bien de la société, dans de nombreux cas où la loi civile n'a rien prescrit jusqu'à ce qu'on puisse, sans inconvénient, convoquer le pouvoir législatif pour y pourvoir. Entendez par là donc cette répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans la Constitution, par exemple, de la Ve République de 1958 en France, et qui a été reprise par la Constitution marocaine par la suite. Tout ce qui n'appartient pas au pouvoir législatif, au terme bien sûr de l'article 34 en France, article 71, Constitution de 2011 au Maroc, appartient au gouvernement. Parce que, revenons donc au cas anglais, le monarque ne gouverne pas. Donc, du moment où le monarque ne gouverne pas et n'assure qu'une fonction honorifique, donc à ce moment-là, toutes ces petites compétences résiduelles qui appartenaient au monarque doivent revenir de droit au pouvoir exécutif. Parce que le pouvoir législatif ne peut pas, et la condition donc de compétence et de fonctionnement du pouvoir législatif ne lui permettent pas donc de les assurer. Donc c'est le pouvoir, c'est ce qui explique cette prérogative. C'est ainsi donc que porte sa signification précise le terme prérogative. Donc, la prérogative consisterait dans le pouvoir confié au prince pour qu'il pourvoie au bien public dans les cas qui relèvent de circonstances imprévues et indéterminées et qu'on ne peut régler par des lois fixes et immuables. Ça aussi, c'est une forme de prérogative qui revient bien sûr au pouvoir exécutif, de droit d'ailleurs au pouvoir exécutif. Donc Jean Locke en donne dans le chapitre spécial consacré à la question une définition plus large, bien sûr. Je parle de la prérogative, entre guillemets, elle est désignée comme le pouvoir d'agir selon son jugement pour le bien public. Là, vous voyez, on est dans un état de confinement et qui découle d'un état d'urgence sanitaire, et l'état d'urgence sanitaire porte bien sûr plusieurs décisions qui reviennent bien sûr le bon jugement bien sûr ou le jugement de la situation par le gouvernement. Pourquoi le pouvoir exécutif à ce moment-là dispose de la main haute pour préciser, pour diagnostiquer le bien public et pour y répondre? Parce qu'il dispose de l'information, parce qu'il dispose des capacités aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes de moyens, mobilisation de moyens et bien sûr de pouvoir public, de compétences humaines et de hauts fonctionnaires chargés donc de relayer le pouvoir du gouvernement sur le plan territorial, et de l'information aussi qui est capitale bien sûr pour faire le bon diagnostic de la situation. Je parle de l'état actuel des choses. Et revenons donc au point de vue de Locke. Donc la prérogative est désignée comme le pouvoir d'agir selon le jugement du pouvoir exécutif pour le bien public. Ce que c'est que les biens publics et ce que sont les bonnes mesures pour répondre donc aux impératifs du bien public, en dehors donc des prescriptions de la loi et de quelquefois contre elle. Parfois même, on peut aller contre la loi. Et je vous donne un simple exemple, si vous voulez, qui permet au pouvoir exécutif et même au pouvoir fédératif d'aller contre la loi. Donc, rappelez-vous, je pense que vous avez été au courant d'un citoyen étranger qui a été en suspens dans l'enceinte de l'aéroport, dans la zone de transit de l'aéroport Mohamed V de Casablanca, l'aéroport international. Donc, c'est un citoyen qui est arrivé à l'aéroport par un vol provenant de son pays et qui devait prendre un autre avion pour aller quelque part à l'étranger.
Donc l'aéroport Mohamed VI est une plateforme. D'accord? Et donc, une fois arrivé, ce monsieur, si vous voulez, ne pouvait plus partir parce que l'espace aérien a été fermé. Et le pauvre monsieur ne pouvait plus revenir chez lui parce que il n'y avait pas de vol. L'espace aérien a été également fermé. Donc il a été bloqué et le monsieur a demandé, bien sûr, à travers une requête, après avoir été refusé, ou plutôt lorsque il ne pouvait plus accéder sur le territoire national par un refus des autorités donc, de police. Donc il a soulevé une requête devant le juge administratif. Et que a répondu le juge administratif, pouvoir fédératif, au regard de John Locke? Et il a répondu tout simplement que le droit d'accéder sur le territoire national qui vous revenait de droit n'est plus d'actualité parce qu'on est dans un état d'urgence sanitaire. Donc dans l'état d'urgence sanitaire, on n'applique pas les lois telles qu'elles sont applicables à l'état normal des choses, mais il y a une nouvelle configuration des choses qui fait qu'on ne peut pas appliquer les lois telles qu'elles sont. Voilà. Donc vous voyez que John Locke dit ici, est quelquefois contre les lois. Je parle des prérogatives. Le pouvoir d'agir selon, c'est-à-dire le jugement, le bon jugement du pouvoir exécutif du bien public, tout simplement en dehors des prescriptions de la loi, lorsque la loi ne dit rien, et surtout parfois contre la loi elle-même. Voilà, c'est un exemple parfait qui date de quelques semaines et pas de quelques années ni de quelques décennies. Donc vous voyez que c'est une véritable illustration donc de la pensée politique qui a été établie déjà à l'époque par John Locke. Donc elle comprend, je parle toujours de la prérogative, elle comprend notamment le droit de convoquer ou de dissoudre l'Assemblée, le droit de grâce, etc., 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 qui revient donc de droit au pouvoir exécutif. La prérogative, en outre, ne signifie aux yeux de Locke que son but, c'est-à-dire ne justifie, ou plutôt la prérogative ne justifie aux yeux de Locke que son but qui est de concourir au bien public. Voilà. Donc l'objet de ces petits pouvoirs, donc des pouvoirs résiduels qu'il a qualifiés de résiduels, donc ne peuvent être justifiés que par le concours au bien public. Un bon prince ne saurait disposer d'un trop grand pouvoir sous forme de prérogative, selon bien sûr John Locke. Donc le prince ne doit pas être doté d'une grande prérogative. Donc c'est en fonction des impératifs du bien public que cette prérogative doit être exercée. Donc l'idée d'une royauté limitée se trouve ainsi placée en pleine lumière par John Locke. Voilà. Donc le vrai pouvoir doit résider au sein du pouvoir exécutif et au sein également du pouvoir exécutif. Et le prince donc ne doit pas disposer d'une trop grande prérogative, tout simplement. L'expression donc par Locke de la distinction des pouvoirs annonce confusément, bien entendu, la séparation des pouvoirs de Montesquieu. C'est ce que j'ai précisé bien sûr à plusieurs reprises. Et ainsi donc, nous pouvons conclure que la pensée politique de John Locke était pratiquement, autant qu'on l'a dit à propos de Jean Bodin et de Thomas Hobbes, c'est à travers bien sûr l'évolution historique de la pensée de tout un chacun entre ces deux penseurs. La pensée politique donc de John Locke marque pratiquement l'histoire par un tournant vers le libéralisme aussi bien économique que politique. Ainsi donc se termine cette séance. J'espère que vous appréciez, que mes étudiantes et étudiants apprécient la manière et qu'ils ne soient pas trop dépaysés par rapport aux cours en présentiel. J'essaie de faire de mon mieux pour que les cours ressemblent étrangement et voire même de façon assez frappante aux cours en présentiel pour ne pas leur faire perdre le fil conducteur vis-à-vis de notre chère faculté de droit. Donc, si vous avez des questions, j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Sinon, donc, j'arrête la séance. Et je voudrais soulever un autre point,
est-ce que des étudiants parmi vous, étudiantes, si vous voulez, se trouvent en difficulté de contact par rapport à leur professeur encadrant en PFE? Ilyas, oui, vous vouliez dire, Ilyas, quelque chose? Ilyas, Ammar. Oui, monsieur, j'ai une question. Oui, allez-y, Ilyas. D'accord. Comme vous l'aviez dit plus tôt, monsieur, le contrat civil chez Locke est une loi commune entre les hommes qui assure la sauvegarde des droits naturels, comme la liberté et la propriété privée. Donc, est-ce qu'on a parlé vraiment d'un passage de l'état de nature à l'état civil, ou on peut parler d'un passage d'état de nature non sécurisée à un état qui garantit des droits naturels? Ça, c'est chez Thomas Hobbes, n'est-ce pas? La pensée de Thomas Hobbes. Oui. Oui. On ne doit pas comparer l'incomparable. Premièrement. Cela veut dire que si vous avez estimé que la pensée de Locke est beaucoup plus distillée, beaucoup plus sophistiquée que la pensée de Hobbes, c'est en fonction bien sûr de l'évolution de l'époque dans laquelle a vécu John Locke. D'accord? Parce que Hobbes a répondu à un contexte dans lequel il a vécu. Et d'ailleurs, il ne pouvait pas théoriser plus fin et plus précis que ça. Il ne pouvait que s'orienter vers une forme d'absolutisme. À cette époque-là, le salut de la société s'inscrit exactement dans l'absolutisme du monarque pour, à son regard, sortir bien sûr de l'état, si vous voulez, l'état de nature qu'il estime, contrairement à John Locke, étant un état bien sûr de mal absolu. C'est-à-dire que les hommes sont les ennemis mortels des hommes. Et ainsi donc, en l'absence de toute possibilité d'évolution de la société, il n'y a point d'habitat confort, il n'y a point d'industrie, il n'y a point d'économie. Donc, parce que chacun se plaît de dépouiller les autres et de se défendre soi-même, n'est-ce pas? Et donc, dans un état de nature, c'est-à-dire de mal absolu généralisé, aucune société ne peut émerger. D'où donc, il a appelé de ses voeux que les hommes puissent développer un pacte social, social dans lequel ils abdiquent leur liberté, c'est-à-dire ils abandonnent leur liberté et l'exercice de leurs droits naturels en faveur d'un monarque, d'un gouvernant. Et ce gouvernant, à ce moment-là, pour pouvoir protéger les individus contre eux-mêmes et contre d'autres individus, il doit exercer une souveraineté absolue, c'est-à-dire qu'il ne doit répondre ni aux lois qu'il crée lui-même, ni aux lois de la société, c'est-à-dire aux lois si vous voulez, qui sont applicables entre les hommes, c'est-à-dire les traditions et les habitudes. Donc vous voyez que c'est ainsi donc une forme de dépassement de l'état de nature, mais dans un cadre d'absolutisme. Vous l'avez estimé comme étant un état qui reste pratiquement nature, mais un peu plus organisé. C'est à vous donc d'en juger et d'être convaincu de cette vision, de cette manière de voir les choses. Mais la profondeur de la pensée de Thomas Hobbes, c'est une forme d'aliénation totale et généralisée donc par les individus les individus doivent renoncer et à leur liberté totale et aussi à l'exercice de leur droit de punition, c'est-à-dire dans le cadre d'une sorte de justice privée, en faveur bien sûr d'un monarque. Le monarque lui-même qui doit édicter des règles, et des règles qui vont dans le sens donc de la régulation des rapports tendus à l'origine, qui doivent devenir des rapports plus paisibles et dans lesquels les individus ne peuvent agir que dans le cadre de leur liberté propre, qui ne doit pas empiéter sur la liberté des autres. Voilà, je vous remercie donc et à la prochaine séance, Inch'Allah.